circuits donc, sont intelligents et programmables. Intelligents parce qu'ils permettent ou là, ils offrent plusieurs modes de fonctionnement qu'on appelle les techniques d'entrée-sortie. D'accord? Et programmable, c'est par programmation justement qu'on pourra commander le circuit d'interface pour qu'il travaille selon un mode de fonctionnement donné. D'accord? Donc ça concerne donc les circuits d'interface. Donc ils sont intelligents, ils offrent plusieurs modes de fonctionnement qu'on va voir aujourd'hui et on va les développer au cours de la séance. D'accord? Et donc on va voir que c'est par programmation, donc par des instructions simples, qu'on pourra programmer le circuit d'interface pour qu'il fonctionne selon un mode donné. D'accord? Donc voilà, donc, dans ce schéma, nous avons plusieurs périphériques qui sont tous connectés via les différents bus de la machine avec le processeur. D'accord? Bien sûr, on n'a pas une connexion directe entre un périphérique donné et le processeur. Donc, ça doit toujours passer par le circuit interface. Le circuit d'interface, c'est lui donc qui est l'intermédiaire entre le processeur et un type de périphérique donné. Nous avons plusieurs circuits d'interface pour chaque type de périphérique. D'accord? Donc, si le processeur veut communiquer avec un périphérique, il doit passer par le circuit d'interface connecté à ce périphérique. Si aussi le périphérique veut communiquer avec le processeur, il doit communiquer avec le processeur à travers son circuit d'interface. D'accord? Donc, on n'a pas de connexion directe. Donc, toute opération d'entrée-sortie entre le processeur et le périphérique, il y a soit une opération d'entrée ou là une opération de sortie, ça doit passer par le circuit d'interface. D'accord? Donc, quand on parle d'entrée-sortie, donc là, ça veut dire on exclut la mémoire centrale. Donc, l'opération d'entrée-sortie concerne la connexion entre processeur et les périphériques, bien sûr, à travers leur circuit d'interface. D'accord? Alors, on a présenté les différents types de ports que je peux avoir dans un circuit d'interface. On a parlé de 4 types de ports. Le port d'entrée, donc c'est là où le périphérique d'entrée, bien sûr, c'est le périphérique d'entrée qui va placer la donnée, qui va pour être lue par la suite par le processeur. Il y a le port de sortie, c'est là où le processeur place la donnée en vue d'être acheminée au périphérique de sortie. D'accord? Donc, lors d'une opération de sortie, c'est le port de sortie qui est impliqué. D'accord? Lors d'une opération d'entrée, c'est le port d'entrée qui est impliqué dans cette opération. D'accord? Et ça concerne bien sûr le périphérique d'entrée. Donc, on a vu encore 2 autres types de ports qui sont nécessaires dans tout circuit d'interface. Parce que quand on parle de port d'entrée et le port de sortie, le port d'entrée, on le trouve dans le circuit d'interface connecté à un périphérique d'entrée. Le port de sortie, on le trouve dans le circuit d'interface connecté à un périphérique de sortie. Je peux avoir les deux dans un périphérique d'entrée-sortie. D'accord? Par contre, les ports d'état et de contrôle, port d'état, donc là j'ai la définition pour chaque port, d'accord? Le port d'état et le port de contrôle, ils sont nécessaires dans un circuit d'interface, d'accord? Parce que à tout moment, le processeur pourra avoir besoin d'avoir l'état du circuit d'interface, on va voir ça après, d'accord? Donc, c'est dans le port d'état que j'ai le mot d'état qui contient les informations sur le circuit d'interface. D'accord? Et on a dit tout à l'heure que le circuit d'interface, il est programmable. D'accord? Donc, il peut travailler selon plusieurs modes de fonctionnement et on doit le programmer. D'accord? C'est à travers le port de contrôle. D'accord? Le processeur qui va programmer le circuit d'interface. Donc, il va mettre ou écrire le mot de contrôle dans le port de type contrôle. D'accord? Donc, grosso modo, académiquement, les 4 types de ports qu'on peut avoir dans un circuit d'interface. On a parlé aussi des opérations d'entrée-sortie. On a dit qu'il y a 2 types d'opérations. Soit une lecture d'un port, soit une écriture dans un port. Donc, on dit le in et le out. D'accord? Alors, pour la lecture d'un port, parmi les 4 types de ports qu'on a vus, 2 types de ports qui sont
à lecture, le port d'entrée, c'est un port à lecture uniquement, et le port d'état aussi. D'accord? Ce sont des ports à lecture. Donc, avec ces ports, on ne peut réaliser qu'une opération de lecture, il y a un in. On a vu aussi que les deux autres types de ports sont des ports à écriture. Le port de sortie, ça veut dire c'est le processeur. Donc, la lecture-écriture, c'est par rapport au processeur, d'accord? Donc, un port de sortie, c'est un port à écriture. Le processeur va écrire une donnée dans ce port. Et le port de contrôle aussi. Ici, le processeur va écrire l'information du contrôle pour programmer le circuit d'interface. D'accord? Ce sont des ports à écriture. Donc, on a uniquement deux opérations possibles dans les entrées-sorties. Je ne peux pas avoir d'autres opérations. D'accord? Si j'ai des traitements à faire sur la donnée circulée lors de l'opération d'entrée-sortie, je le fais au niveau du processeur. D'accord? Donc, entre processeur et périphérique, il y a soit un in, soit un out. Je peux avoir uniquement deux opérations, pas plus. D'accord? Si j'ai par exemple un traitement à faire, c'est dans le processeur. Nous avons aussi présenté donc les différentes formes d'écriture des instructions in et out. On a vu que pour chaque opération, entrée ou la sortie, j'ai quatre formes possibles. Parce que lors d'une opération, d'entrée ou de sortie, je peux transférer soit un byte, soit deux bytes, yani un word. Donc, la première différence, c'est que je peux faire un transfert d'un byte, soit le in, soit le out, d'accord? Je peux transférer un mot, un word, d'accord? Le in ou le out, d'accord? Yani je peux faire une lecture d'un mot ou là une écriture d'un mot. On a vu aussi qu'on a deux écritures possibles, deux formes possibles. Il y a la forme courte et il y a la forme longue. La forme longue, ça veut dire dans l'instruction in ou la out TI. Donc, j'utilise bien sûr l'accumulateur AL ou la AX, le registre accumulateur AL ou la AX. Alors, l'utilisation de AL signifie que je fais un transfert d'un byte, in ou la out, d'accord? Et l'utilisation de AX signifie que je fais un transfert d'un word, d'accord? Donc, in ou la out, kiff kiff. Alors, pour la syntaxe de la forme longue, j'utilise l'adresse du port. Un port signifie l'adresse du port que je veux lire ou l'adresse du port dont je veux écrire. D'accord? Donc, port, c'est quoi? C'est une adresse d'entrée-sortie sur 8 bits. Ça veut dire qu'elle peut aller de 00H à FFH. D'accord? Donc, c'est une adresse 8 bits. On a dit que avec cette écriture, on ne peut adresser que des ports ayant des adresses 8 bits. On a dit que on peut avoir des ports avec des adresses sur 8 bits et on peut avoir des ports qui ont des adresses sur 16 bits. Donc, ça veut dire qu'avec la forme longue, on peut accéder uniquement au port d'adresse 8 bits. Donc, l'écriture, qu'est-ce qu'elle signifie? Que AL va recevoir le contenu du port qui a l'adresse port directement, qui a l'adresse port sur 8 bits. Donc, là, c'est une constante, c'est un immédiat, d'accord? Donc, AL reçoit le contenu du port qui a l'adresse port. Là, par exemple, dans le cas d'un transfert d'un word, l'écriture in AX port. Ça veut dire le contenu du port d'adresse port et le contenu du port suivant, parce que les ports sont de taille 8 bits, d'accord? Donc, le contenu des ports consécutifs ou qui ont des adresses consécutives à partir de l'adresse port, leur contenu va être transféré au registre AX, d'accord? Donc, AX reçoit le contenu des ports d'adresse port plus 1 et le port d'adresse port, d'accord? Bien sûr, le contenu du port d'adresse port plus va être chargé dans AN, d'accord? Donc ça concerne l'écriture selon la forme longue, avec un transfert un byte ou le transfert d'un word, d'accord? On a dit aussi qu'on a des ports avec des adresses sur 16 bits. Donc, il est clair qu'on ne peut pas utiliser cette forme d'écriture. Il y a la forme longue,
puisque là, port, ça exige d'avoir une adresse sur 8 bits. Donc, l'autre solution, c'est l'utilisation de la forme courte. Dans la forme courte, l'adresse 16 bits du port à lire ou à écrire doit être mise dans DX, toujours dans DX. D'accord? Donc, cette écriture, INALDX, qu'est-ce qu'on comprend quand on voit la première fois? Donc, qu'on a d'abord un transfert d'un byte. Voilà, parce que j'ai l'accumulateur AL, mais chez AX. D'accord? Alors, la deuxième chose, que signifie cette écriture? Que AL, dans AL, va être chargé le contenu du port dans l'adresse et dans DX. D'accord? Donc, ça veut dire qu'ici, le processeur va chercher l'adresse du port dans DX, puis il va accéder au circuit d'interface au port qui a cette adresse. D'accord? Donc, AL reçoit le contenu du contenu de DX. Le contenu du port qui a l'adresse et contenu dans DX. D'accord? J'ai aussi une autre écriture pour la forme courte. Pour le cas d'un transfert d'un Word, il suffit juste de remplacer AL par AX. Donc, cette écriture signifie que AX reçoit le contenu du port d'adresse et contenu dans DX plus 1. Ça, c'est pour ramener donc, le contenu du port qui va être chargé dans un H et aussi le contenu du port d'adresse DX qui va être chargé dans un L. D'accord? Donc, la même chose ici pour l'instruction out, c'est la même chose. Bien sûr, ici, in et out, c'est des instructions de transfert. On a dit que les instructions de transfert n'affectent pas les flags. Oui. Madame, la dernière, avec ma femme, in AX DX. Oui, in AX DX, c'est la même chose que in AL DX, kiff. D'accord? C'est juste que là, on va charger un Word. On va faire une lecture d'un Word. D'accord? Ça veut dire, on dit, le même principe que tu l'as compris cette écriture? Oui. porte madame porte ça fait 1 byte والدي اكس فيه 2 بايت عشان نديرو دي اكس بلس 1. Non, DX, il contient l'adresse du port. L'adresse, ce n'est pas le contenu. D'accord? C'est bon. Attention. Là, on parle, voilà, DX fait le contenu. Donc, on ramène les deux ports qui ont le premier donc à l'adresse DX et le deuxième à l'adresse DX plus 1, tout simplement. Donc, j'ai dit comme in et out, ce sont des instructions de transfert. On a déjà dit que les instructions de transfert qui mêlent in, out, le move, l'EA, etc., n'affectent pas les flags. D'accord? Donc, lors de l'exécution, j'aurai aucune modification sur les flags du PSW. D'accord? Nous avons aussi présenté le code machine des instructions in et out. Ça peut aller, la taille du code machine peut aller de 1 octet jusqu'à 2 octets. Donc, ça, c'est le maximum 2 octets dans le cas où la forme longue qui est utilisée. D'accord? Donc, le premier octet contient l'opcode avec des informations sur l'instruction et le deuxième octet ne sera présent uniquement si la forme longue est utilisée. Si je reviens ici, la forme longue où je fais in ou bien out, l'accumulateur et le deuxième argument, c'est port. On a dit que port, c'est une adresse sur 8 bits. C'est une constante dont la valeur est écrite dans l'instruction. D'accord? Ça veut dire que le compilateur, quand il va générer le code machine de cette instruction, il va mettre l'adresse du port comme deuxième octet au code machine de l'instruction. D'accord? Donc, le deuxième octet ne sera présent que si la forme longue est utilisée. Pour le premier octet, donc j'ai des bits qui sont figés à 1 et à 0, et j'ai 3 bits qui sont utilisés pour donner une information au processeur. Donc le premier bit B0, il peut être soit à 0, soit 1. S'il est à 0, ça veut dire j'ai un transfert byte. S'il est à 1, ça veut dire j'ai un transfert Word, yani AX qui est utilisé. D'accord? AL ou AX. Le bit suivant B1, il est soit 0, soit 1.
S'il est à 0, ça veut dire j'ai une opération de lecture, un in. S'il est à 1, ça veut dire c'est l'instruction out qui est utilisée. D'accord? Le bit B2, il est figé à 1. Le bit B3 aussi peut prendre la valeur 0 ou la 1. Donc 0, c'est pour dire que c'est la forme longue qui est utilisée. Donc si c'est la forme longue, ça veut dire que la taille du code machine de cette instruction est sur 2 octets. Et donc le prochain octet fait partie du même code machine de l'instruction et il contient l'adresse du port utilisé. D'accord? Si j'ai ce bit à 1, ça veut dire que c'est la forme courte qui est utilisée. Ça veut dire que le processeur doit aller chercher l'adresse dans le registre. Quel registre? Si c'est la forme courte qui est utilisée, ça veut dire que l'adresse du port, on ne la trouve pas dans l'instruction. Très bien, bande DX. Coupez le micro, s'il vous plaît. Très bien, donc bande DX. Voilà, après on a dressé un tableau comparatif entre les deux formes. Donc on a comparé du point de vue intervalle d'adresse possible pour les deux formes. On a dit que avec la forme courte, on peut utiliser plus d'adresses de port, plus d'adresses d'entrée-sortie que la forme longue, voilà, parce que la forme longue, on peut utiliser uniquement adresser des ports d'adresse 8 bits. Je peux adresser, j'ai l'intervalle 00H jusqu'à FFH. Alors que ça veut dire 256 adresses d'entrée-sortie. Alors que dans la forme courte, la forme au DX qui est utilisée, DX est de taille 16 bits, ça veut dire que je peux adresser des ports d'adresse 16 bits, ça veut dire l'adresse minimale, il y a 000H jusqu'à FFFH, et donc j'ai 65 536 adresses d'entrée-sortie. D'accord? On a comparé aussi par rapport à la taille du code machine. Donc, il est clair qu'on a dit pour la forme longue, j'ai 2 octets. Et pour la forme courte, j'ai uniquement un octet. On a comparé aussi par rapport au temps d'exécution. Le nombre de cycles machine nécessaires pour la forme longue, c'est 10 cycles machine. Et le nombre de cycles machine nécessaires pour la forme courte, c'est 8 cycles machine. On a dit que ça ne signifie pas forcément qu'il faut toujours utiliser la forme courte. Ça dépend du programme. Donc, on a traité, on a expliqué que parfois, il est plus performant d'utiliser la forme longue que la forme courte et parfois, c'est l'inverse. D'accord? Voilà, donc, grosso modo, c'est ce qu'on a fait. On a aussi traité un exemple de lecture de données d'un circuit d'interface relié à un périphérique d'entrée. Voilà, c'est ce qu'on a fait dans la séance passée. Alors, maintenant, on va expliquer les techniques d'entrée-sortie. Donc, on a les circuits d'interface, ils sont intelligents puisqu'ils impliquent plusieurs modes de fonctionnement. Modes de fonctionnement, ce sont les techniques d'entrée-sortie. D'accord? Alors, quelles sont ces techniques d'entrée-sortie? On dit 3 techniques. La première, donc les deux Hadoma, on va les étudier dans ce chapitre. D'accord? Hada, c'est un chapitre à part. Donc, sinon, ça dépend du temps, d'accord? Alors, les deux premiers, on va les traiter, d'accord? Alors, on commence par la première, c'est l'entrée-sortie programmée, ou là, le pooling. Les entrées-sorties, ici, sont réalisées par scrutation. Ça veut dire que c'est le microprocesseur qui initie l'opération d'entrée-sortie. Donc, généralement, je mets ça par scrutation, ça veut dire, pour réaliser une opération d'entrée ou de sortie, c'est le processeur qui fait le premier pas. C'est lui qui doit scruter. Scruter quoi? Il va scruter le circuit d'interface. D'accord? Ça veut dire que c'est lui qui initie l'opération d'entrée-sortie. D'accord? Donc, il fait une scrutation. Ça veut dire qu'il va à chaque fois interroger le circuit d'interface pour voir si c'est possible de réaliser l'opération d'entrée ou là l'opération de sortie. Et pour voir si le circuit d'interface est prêt pour réaliser l'une des deux opérations. D'accord? C'est toujours le processeur qui doit s'interroger et aller scruter le circuit d'interface du périphérique pour voir s'il peut commencer maintenant directement l'opération d'entrée-sortie ou bien que le circuit d'interface n'est pas encore prêt. D'accord? La deuxième méthode, c'est l'entrée-sortie par interruption. Là, c'est l'inverse. C'est le périphérique qui va initier l'opération d'entrée-sortie à travers son circuit d'interface, bien sûr.
Et c'est par l'envoi d'une interruption au microprocesseur. Ce n'est pas le processeur qui va voir si le circuit d'interface est prêt pour réaliser l'opération d'entrée-sortie, mais c'est le circuit d'interface, une fois le périphérique est prêt, il va informer le processeur que le circuit est prêt et qu'on peut commencer l'opération d'entrée-sortie. D'accord? La différence entre les deux, c'est que dans la première technique, le processeur va être occupé par la scrutation. Il ne peut pas faire autre chose. D'accord? Il ne peut pas être occupé par autre chose. Il ne peut pas exécuter un autre programme. Dans la deuxième technique, par contre, on va voir que si le processeur peut être occupé par la réalisation d'autres programmes, et une fois donc le circuit d'interface d'un périphérique donné est prêt pour réaliser une opération d'entrée-sortie, c'est lui qui va notifier ou là informer le processeur en lui envoyant une interruption. D'accord? Donc, vous connaissez déjà c'est quoi une interruption. Je vous donne un exemple. Par exemple, comme la boîte mail, comme la messagerie. Qu'est-ce que vous faites pour savoir s'il y a un nouveau mail dans votre boîte? Vous faites quoi? واش ديروا باش تعرفوا إذا جاكم un nouveau mail dans votre boîte mail? Qu'est-ce que vous faites? واش ديروا? J'ouvre ma boîte mail ou je regarde mes notifications. Très bien. Donc, tu ouvres ta boîte mail et tu vois les notifications. Donc, Hadia, c'est quoi? C'est une scrutation. C'est pas synchronisé. Donc, c'est toi qui dois à chaque fois ouvrir la boîte pour voir s'il y a un nouveau mail. D'accord? Il n'y a pas un moyen, à ce moment-là, tu ne peux pas faire autre chose. Tu es obligé d'aller ouvrir la boîte mail pour voir s'il y a un nouveau mail. D'accord? Par contre, par exemple, tu reçois un SMS sur ton téléphone. Tu vas avoir quoi? Madame, acceptez. Apparemment, il y a des gens qui attendent. Oui. Pour le SMS, ça rentre automatiquement. Ça rentre automatiquement et tu peux avoir un bip sur ton téléphone. Donc, une notification qui t'informe de l'arrivée d'un nouveau message, d'un nouveau SMS. Ça ou là? Oui ou non? Donc, il y a une différence entre les deux. Dans la première, donc, tu fais de la scrutation. C'est ce que fait le processeur dans une opération d'entrée-sortie. Il doit scruter. Il ne sait pas si le circuit d'interface est prêt pour réaliser l'opération d'entrée-sortie ou là. Donc, il doit scruter en continu l'état du circuit d'interface. On va voir en détail ça après. Donc, en ce moment-là, il ne peut pas faire autre chose. Il se met en attente. Il commettrait de la scrutation. D'accord? Il se met en attente jusqu'à ce que le circuit d'interface du processeur soit prêt pour réaliser. Ce temps-là, le processeur ne peut pas faire autre chose. Il est préoccupé par la scrutation. La même chose que dans notre cas, quand on veut consulter, quand on veut savoir si on a reçu un nouveau mail ou là, donc on doit ouvrir la boîte. C'est une script, d'accord? Par exemple, si vous avez des courriers, la boîte aux lettres. C'est une scrutation. Par contre, si un courrier il a comme le dar, il dit le facteur, donc c'est lui qui va t'informer. C'est une interruption. Vous arrivez à voir la différence? Oui, madame. Est-ce que vous m'écoutez, s'il vous plaît? Oui, madame, on vous entend. Comprendre le principe, un moyen, d'accord? C'est pas qu'il n'y a pas un moyen, c'est l'autre méthode. Ça veut dire que c'est pas le périphérique qui initie l'opération d'entrée-sortie. C'est le processeur qui doit l'initier
et scruter de façon continue le circuit d'interface jusqu'à ce que le circuit soit prêt pour réaliser une opération d'entrée-sortie. D'accord? La technique par interruption, c'est l'inverse. Ça veut dire que là, le processeur n'a pas à faire la scrutation, il est en train d'exécuter des programmes normaux. Et au moment où le circuit d'interface veut réaliser une opération d'entrée-sortie, il va envoyer une requête. Il y a une heure pour les deux. Juste le principe. C'est bon, on avance? Ok, donc le troisième type, c'est l'entrée-sortie transfert par bloc. Ici, c'est donc, j'ai un composant qui s'appelle DMA, Direct Memory Access. C'est lui qui est responsable de faire l'échange de données entre le périphérique et la mémoire sans recours au microprocesseur. Ça veut dire que le processeur, ce n'est pas lui le responsable de gérer l'entrée-sortie. J'aurai la possibilité de faire une entrée-sortie, surtout la technique beaucoup plus, elle est importante à être utilisée dans le cas où il y a un bloc de données très important à transférer entre un périphérique et la mémoire. Donc, on va décharger le processeur de la gestion de cette entrée-sortie et donc, j'aurai ce composant contrôleur DMA qui va gérer le transfert de données entre le périphérique et la mémoire sans impliquer le processeur dedans. Seul le problème ici, c'est qu'il faut allouer tous les bus à ce composant. Donc, il ne peut pas être utilisé par autre chose. D'accord? Donc là, on va détailler les deux premières techniques. On commence par la première, l'entrée-sortie programmée. D'accord? C'est la première technique qu'on a discutée ici. En anglais, on se le pooling. D'accord? Donc, c'est l'entrée-sortie programmée ou bien l'entrée-sortie par scrutation. D'accord? Donc, la technique d'entrée-sortie programmée, Programmed Input-Output, consiste à examiner continuellement l'état de l'interface, du circuit d'interface, et d'effectuer une opération d'entrée-sortie quand celle-ci est prête. On va prendre un exemple. On a dit que nous avons deux types d'opérations. On dit soit une opération d'entrée, soit une opération de sortie. On va prendre la méthode de scrutation pour une opération d'entrée. On veut faire une lecture de données. Donc là, vous avez un ensemble de phases à exécuter pour réaliser cette opération d'entrée. Et là, nous avons l'organigramme. Donc, dans cet organigramme, on peut calculer, on trouve 7 phases qui sont expliquées ici. D'accord? Je vais essayer de zoomer. Est-ce que vous arrivez à voir comme ça? C'est clair comme ça un peu? Oui. Bon. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Le processeur, pour que le circuit d'interface d'un périphérique fonctionne selon un mode donné, on a dit que le processeur doit faire quoi? Il doit le programmer. Vous vous rappelez de ça? Donc, on doit programmer le circuit d'interface pour qu'il travaille soit selon l'entrée-sortie programmée ou là par interruption ou là. D'accord? Donc, il faut initialiser le circuit d'interface. D'accord? L'initialiser, le programmer pour qu'il travaille selon le mode d'entrée-sortie. Parce qu'on veut faire ici, on est en train de décrire la technique d'entrée-sortie programmée. D'accord? Par scrutation. Donc, il faut envoyer un mot de contrôle au circuit d'interface concerné. Ça veut dire on va initialiser le port de contrôle de ce circuit d'interface et fixer le mode d'entrée-sortie programmé. D'accord? Une fois fait, ici, le processeur va commencer la phase de scrutation. Il la scrutation, il va scruter le circuit d'interface. Donc, exactement, il va lire de façon continue le contenu du port d'état d'interface. On a le type port d'état. Le port d'état, c'est lui qui donne au processeur des informations sur le circuit d'interface. Donc, c'est là où le processeur va avoir une information sur l'état du circuit d'interface. Est-ce que le circuit d'interface est prêt
pour réaliser la prochaine opération d'entrée ou bien de sortie. D'accord? Donc, exactement, là, qu'est-ce qu'il va faire pour le cas d'une opération d'entrée? On a pris le cas d'une entrée. D'accord? Pour le cas d'une opération d'entrée, le port d'état va donner au processeur une information sur le port d'entrée, s'il est plein ou non. Ça veut dire s'il y a une nouvelle donnée à lire par le processeur ou non. D'accord? Oui, une information, c'est là où le processeur va ramener l'information. Le port d'état, il va ramener une information sur le port d'entrée s'il contient une nouvelle donnée à lire ou non. D'accord? Donc ici, si j'ai une donnée prête à lire, en fait, s'il n'y a pas encore de nouvelles données à lire, sinon, le processeur continue la scrutation. Il interroge le circuit d'interface, il dit le port d'état de façon continue. Tant qu'il n'y a pas de données prêtes, j'ai cette boucle qui représente la scrutation. Ça veut dire ici, le processeur va examiner de façon continue le port d'état du circuit d'interface tant qu'il n'y a pas de données prêtes. Donc, c'est ça la scrutation. D'accord? Il y a exactement le point de scrutation. C'est cette boucle-là. Il va boucler et attendre. Mais il ne peut pas ici, dans cette boucle-là, il ne peut pas le processeur faire autre chose ou là, exécuter un autre programme. Donc, on attend de façon continue. Ça, c'est la scrutation. À chaque fois, il va lire le port d'état et voir si le port d'entrée contient une donnée prête à lire ou non. Mais s'il n'y a pas, il est de façon continue. Donc, à chaque fois, il teste. Il lit et il teste. D'accord? Donc, il y a la scrutation, fait la lecture et le test. La lecture et le test. D'accord? Alors, maintenant, une fois j'ai une donnée prête, ici, oui, le processeur donc, va réaliser l'opération IN de lecture du port d'entrée. D'accord? La donnée, elle est prête où? Dans le port d'entrée. Qui m'a donné une information que le port d'entrée contient une nouvelle donnée? C'est le port d'état. D'accord? Comment on a obtenu cette information? C'est le processeur qui a venu lire ce qu'il y a dans le port d'état et l'examiner. D'accord? Et ce, de façon continue. Tant que ma cache une donnée, il continue la scrutation. Une fois j'ai une donnée prête dans le port d'état, le circuit mis à jour, le contenu une fois j'ai une information prête dans le port d'entrée, le circuit d'interface met à jour le contenu de son port d'état. Une fois le processeur revient pour faire la scrutation, il avec le contenu, il sort de cette boucle d'attente, il va réaliser la lecture, le transfert in, il va traiter la donnée, puis la stocker dans la mémoire. Si d'autres données à lire, j'ai d'autres données à lire, il revient à la scrutation. Sinon, il va sortir, il va continuer les instructions suivantes dans le programme. Donc ça, c'est le cas d'une opération d'entrée. Par exemple, dans le cas d'une opération de sortie, donc on va bien sûr initialiser toujours le circuit d'interface, le programmer. Je programme quoi exactement? Le port de contrôle, d'accord? Je programme le port de contrôle pour qu'il fonctionne selon le mode d'entrée-sortie programmé, le pooling ou la scrutation, par scrutation, d'accord? Donc, on va le programmer. Ici, il s'agit d'une opération de sortie. Donc, il faut préparer la donnée à faire sortir pour réaliser par la suite un out. Donc, le processeur va préparer la donnée. La donnée, il va la ramener de la mémoire, d'accord? Et puis, il va encore commencer la scrutation du circuit d'interface. Il va tester le port d'état, toujours le port d'état du circuit d'interface. Mais cette fois-ci, est-ce que j'ai besoin d'avoir une information sur le port d'entrée? Répondez-moi s'il vous plaît. Est-ce que ici, dans une opération de sortie, j'ai besoin de savoir si le port d'entrée est plein? Le port de sortie? Ah non. Très bien. J'ai besoin de savoir si le port de sortie est vide. Si je peux placer une donnée dans le port de sortie. Parce qu'il est possible que le port de sortie fait une donnée que le périphérique n'a pas encore
transféré, n'a pas encore lu avec la donnée. Donc, ici, le processeur doit avoir une information sur le port de sortie s'il est prêt. Et dans ce cas-là, si c'est le cas, il va écrire, il va réaliser l'opération out de sortie. Sinon, tant qu'il est plein, tant qu'il n'est pas vide, tant que le circuit n'est pas prêt pour faire l'opération de sortie, donc il continue le processeur à faire la scrutation. Donc à chaque fois, il doit accéder au port d'état, le lire et faire le test de façon continue. Et bien sûr, dans ce temps-là, le processeur ne peut pas faire autre chose. D'accord? Voilà, donc ça c'est la technique d'entrée-sortie par scrutation ou l'entrée-sortie programmée, ou on l'appelle aussi le pooling. Là, nous avons un exemple d'entrée-sortie, de technique d'entrée-sortie pour réaliser une opération d'entrée. Donc, ce que vous avez ici, c'est l'énoncé, un énoncé, d'accord? Donc, là, on nous dit qu'un périphérique est connecté à un circuit d'interface. C'est un périphérique d'entrée, d'accord? Donc, le circuit d'interface TAO fait 3 types de ports. C'est le port d'entrée, c'est le port d'état et le port de contrôle. On nous donne ici les adresses des 3 ports. Donc, on voit bien que ces adresses sont sur combien? Quelle est la taille des adresses? C'est des adresses 16 bits. Très bien, c'est des adresses 16 bits. On voit bien qu'il y a une succession. Les adresses, regardez, donc il y a le port d'état, son adresse c'est 03BC. Le port d'entrée, le port d'état, c'est l'adresse suivante, 03BD, et le port de contrôle, c'est l'adresse suivante, 03BE en hexadécimal. Maintenant, on nous donne aussi des informations sur le port d'état. D'accord? Le port d'état et le port de contrôle. Alors là, le bit B6, c'est juste l'énoncé, d'accord? C'est une information dans l'énoncé que le bit B6 du port d'état, s'il est à 0, ça veut dire que que le port d'entrée est vide. Il n'y a pas de données dans le port d'entrée. S'il est à 1, ça veut dire que le port d'entrée est plein. D'accord? Donc ici, on revient à ce schéma. C'est le port d'état. C'est le port d'état qui me donne une information sur le port d'entrée. D'accord? Le cas d'une opération d'entrée, un IN. Donc, bien sûr, j'ai besoin de cette information dans un seul bit. Un seul bit suffit pour me donner cette information. Alors, dans cet énoncé, Alona, c'est le bit B6 du port d'état qui me donne cette information. Donc, s'il est à 0, le port d'entrée est vide. S'il est à 1, ça veut dire que le port d'entrée est plein. Maintenant, on a dit que la première des choses, il faut programmer le circuit d'interface. On le programme où? Dans le port de contrôle, d'accord? Alors, pour qu'il fonctionne selon le mode pooling, par exemple, ou là, le mode par interruption. Donc, c'est le bit B3 du port de contrôle qui permet de préciser le mode de fonctionnement du circuit d'interface. Si on écrit un 1 dans le bit B3 du port de contrôle, le circuit d'interface va fonctionner en mode pooling, entrée-sortie programmée. C'est la technique 1. Il y a la technique par scrutation. Si c'est 0, donc on aura l'entrée-sortie par interruption. Alors, une autre information, le périphérique d'entrée va envoyer 255 données au processeur. Chacune est sur 8 bits que le processeur doit saisir et stocker en mémoire à partir de la case mémoire, même in, memory in. D'accord? Donc là, le processeur doit lire 255 données de ce circuit d'interface, d'accord? Et les placer en mémoire à partir de l'adresse même in, memory in. D'accord? Donc là, j'ai le schéma. Donc j'ai le périphérique qui va réaliser donc la lecture des données. Donc chaque donnée va être mise ou placée dans le port d'entrée, donc input port du circuit d'interface, d'accord? Et pour cet énoncé, on dit donc le port d'entrée, le status port, c'est le port d'état et le port de contrôle. D'accord? Ça, c'est le processeur et les différents bus.
Donc, chaque donnée qui va être lue ou la transférée du circuit d'interface au processeur doit être par la suite stockée en mémoire. Et le début du stockage, c'est à partir de l'adresse memory in. D'accord? Donc là, vous avez le programme. Je vais le zoomer un peu. Donc, on va définir notre segment de données. Alors, combien de données nous avons dans le programme? Une seule. Ça représente l'espace où on va stocker les données transférées en lecture. D'accord? Donc, même in, c'est un espace de combien? Il est de taille 255 bytes. C'est parce qu'on va recevoir, le processeur va lire 256 données, chacune est sur un octet. D'accord? Donc, il faut réserver un espace égal à 255 bytes. Alors, dans le programme, dans le code segment, bien sûr, donc on va initialiser notre segment de données. Donc, on a dit, le processeur doit récupérer du circuit d'interface 255 données et les stocker dans la mémoire à partir de l'adresse memory in. D'accord? Donc, le stockage va se faire octet par octet. À chaque fois on réalise une opération de lecture, le processeur, quand il récupère la donnée sur un octet, il va l'écrire sur l'espace memory in. Donc, le remplissage se fait byte par byte. Et donc, on doit choisir un mode d'adressage à cet espace-là. On va choisir le mode par registre indirect. D'accord? Donc, on a pris ici l'exemple du choix du registre BX. D'accord? Ça veut dire pour accéder pour chaque case de cet espace memory in, on va utiliser le mode d'adressage par registre indirect en utilisant BX. Donc, ça veut dire qu'initialement, il faut mettre dans BX l'adresse de début de l'espace de stockage memory in. Donc, l'EA BX, memory in, ou bien move BX, offset de memory in. D'accord? Une fois fait, on doit, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va faire la lecture de 255 caractères. Donc, c'est le même traitement qui va être fait pour chaque donnée, pour chaque donnée récupérée. D'accord? Donc, combien de fois on va réaliser ce traitement? C'est 255 fois. Donc, on va utiliser une boucle. Le nombre d'itérations, il est connu. Ça représente le nombre de données à récupérer et à stocker dans l'espace mémoire in. Donc, on va écrire dans CX la taille de l'espace memory in. C'est 255. Donc, c'est length, move CX, length de memory in. La longueur de memory in, c'est 255. D'accord? Donc, on a initialisé donc, le nombre d'itérations dans CX. On a initialisé BX en lui affectant l'adresse de début de l'espace de stockage en mémoire centrale. Maintenant, on va commencer à programmer, avant de commencer la scrutation et appliquer la technique d'entrée-sortie programmée. La première des choses, on réalise la phase 1 qu'on a vue dans l'organigramme qui consiste à programmer le circuit d'interface pour qu'il fonctionne selon le mode d'entrée-sortie programmé. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ça veut dire qu'on doit écrire dans le port de contrôle. Donc, là où je l'adresse, c'est le port de contrôle, n'est-ce pas? Donc, l'adresse du port de contrôle, c'est combien? C'est 03BE. C'est une adresse 16 bits. Donc, si je veux écrire dans le port de contrôle, je ne peux pas utiliser la forme longue, mais plutôt je vais utiliser la forme courte. Donc, dans la forme courte, je dois écrire l'adresse dans le registre DX. D'accord? Donc, je vais faire un move DX, virgule, l'adresse qu'on a donnée dans l'énoncé, l'IA03BE. C'est l'adresse du port du contrôle. Donc, qu'est-ce que je dois faire dans ce port? Je dois programmer, je dois mettre le bit, voilà, le port de contrôle, c'est là. Donc, je dois mettre le bit B3 du port de contrôle à 1 pour qu'il fonctionne selon le mode pooling. D'accord? Je dois écrire un 1, le bit de contrôle, pour qu'il fonctionne selon le mode pooling. D'accord? Alors, je ne peux pas écrire directement, réaliser une opération directe sur le port de contrôle. Il faut d'abord lire son contenu.
ramener son contenu et puis modifier le bit B3. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Parce qu'on ne peut, avec un circuit d'interface, que faire deux opérations, soit in, soit out. Après, si je veux faire un traitement de données, je dois prendre la donnée au processeur, faire le traitement et puis réécrire la donnée après traitement. Donc, si je veux avoir un 1 dans le bit B3 du port de contrôle, je dois d'abord ramener le contenu du port de contrôle. D'accord? Comment faire? Donc, je mets dans DX l'adresse du port de contrôle. Ensuite, je mets dans AL DX. In AL DX, ça veut dire je ramène dans AL le contenu du port d'adresse DX, le contenu du port d'adresse 03BE. Qu'est-ce que je peux faire après? Pour écrire un 1 dans le bit B3, wesh ndiro un OR. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? OR AL avec un 1 dans le bit B3. Donc là, j'ai la valeur écrite en binaire. Ça, c'est le bit B0, B1, B2, B3. Dans le bit B3, j'ai fait un 1. Un OR, donc là, j'ai le contenu du port d'adresse 03BE. Donc dans AL, j'ai le contenu du port de contrôle. Qui me dit là, OR m'a la valeur. Ça veut dire quoi quand je fais un OR ici? Du contenu du port de contrôle avec la valeur 00001 000 en binaire. Qu'est-ce qu'on a fait? Le B3 va être à 1. Très bien. Le OR, c'est pour forcer le bit B3 à 1. Le OR, qu'est-ce qu'il fait? Il a le bit pour le port de contrôle. Il a 1, il va garder sa valeur. Il a un 0, il va garder sa valeur 0. Donc ça, c'est pour tous les bits. Le port de contrôle va garder les valeurs tau. Uniquement pour le bit B3, on le force à 1. Ça veut dire, il a qu'un 1, il prend 1. Il a qu'un 0, on le dit 1. Ça veut dire, on le force pour avoir un 1, pour qu'il fonctionne selon le mode d'entrée-sortie par pooling. C'est clair? Est-ce que c'est clair cette instruction de OR? Vous avez compris ici? Ok, donc s'il n'y a pas de question, maintenant, une fois fait, donc j'ai fait un transfert in du contenu du port de contrôle vers AL. J'ai forcé dans AL, le port. Donc quand le processeur exécute ça, ça ne veut pas dire que le bit B3 du port de contrôle, il y met à 1. Pas encore. C'est-à-dire le registre AL au niveau du processeur. Maintenant, pour remettre le contenu dans le port de contrôle avec un 1 dans le bit B3, il faut réaliser une sortie. Un out. Je fais un out de AL. AL où je fais le contenu du port de contrôle avec mise à jour du bit B3. On l'a forcé à 1. D'accord? On fait une sortie de AL vers DX. DX, qu'est-ce qu'il contient? L'adresse du port de contrôle. Et là, ça veut dire, j'aurai quoi? Le port d'adresse 03BE va recevoir le contenu du port qu'il avait avant, mais avec un 1 dans le bit B3. Là, on a forcé le circuit d'interface pour qu'il fonctionne selon le mode d'entrée-sortie programmé. Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant? Oui. Très bien. Là, on a donc initialisé le circuit d'interface. On passe à la scrutation. Donc, la scrutation se fait par de simples instructions. D'accord? C'est des instructions que le processeur va exécuter et du coup, il ne va pas pouvoir faire autre chose. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On a la scrutation où je fais, si on revient à l'organigramme, la scrutation, on va voir la lecture du port d'état. Donc, j'aurai une boucle. Dans cette boucle, j'aurai la lecture du port d'état de façon continue. Lecture, ensuite test. D'accord? On lit et on teste. On lit et on teste. D'accord? Donc, la lecture, ça veut dire j'aurai un in. In, avec in, le port d'état. Donc, le port d'état dans l'énoncé, son adresse, port d'état, c'est 03BD. D'accord? Donc, le port d'état, son adresse, c'est 03BD.
Donc, on va mettre dans dx, il suffit de décrémenter dx. Au lieu d'écrire dans dx 03BD, on a les adresses. L'adresse du port d'état, c'est l'adresse du port de contrôle -1. D'accord? C'est 03BD. Donc, il suffit de décrémenter dx parce que dx avait déjà l'adresse du port de contrôle. D'accord? Donc, au lieu de faire un move, il suffit de faire dx. D'accord? Donc, là, ça veut dire dx quand il y a quoi? L'adresse du port d'état. Pour lire et savoir où est le port d'état, on fait un in. Donc, in AL dx. Donc, on lit le contenu du port d'état qui a l'adresse dx. Une fois fait, on va examiner quel bit. Quel est le bit qui me donne une information sur le port d'entrée? Est-ce qu'il est vide ou plein? Le port d'état, c'est le bit B6 qui me donne une information sur le port d'entrée. Donc, s'il est à 0, je comprends que le port d'entrée est vide. Donc, je n'ai rien à lire. Donc, je reboucle dans ma boucle de scrutation. Si j'ai un 1, ça veut dire qu'il est plein. Je sors de la boucle d'attente et je vais lire la donnée, le port d'entrée. C'est clair? Oui, madame. Le bit B6 du port d'état. Oui? Oui, qui a parlé? C'est clair? Oui, Donc, madame. tant que le bit B6 du port d'état est à 0, je continue la scrutation. Ça veut dire que le port d'entrée, il est vide. D'accord? Il me dit une information à le port d'entrée. Il n'y a pas de données à lire par le processeur. Une fois le processeur trouve ce bit à 1, il sort de la boucle et il va récupérer la première donnée des 255 données à lire. D'accord? Donc, on a décrémenté dx pour avoir dans dx l'adresse du port d'état. On fait un transfert in vers AL. On va faire un test sur le bit B6, en commençant par B0 jusqu'à B7, le bit B6. On fait un test avec 1. D'accord? Donc, si JZ, ça veut dire si ZF égale à 1. Ça veut dire que si le résultat du test donne 0, sachant que là j'ai un 1, ça veut dire que le bit B6 du port d'état fait la valeur 0. Donc, quand j'ai la valeur 0, ça veut dire le port d'entrée, il est vide. Donc, tant que le port d'entrée est vide, je reviens à l'étiquette attendre. D'accord? Je fais un branchement vers l'étiquette attendre pour lire encore une autre fois le contenu du port d'état. Donc, je continue à lire le contenu du port d'état tant que le port d'entrée est vide. D'accord? Donc, là, ce n'est pas la peine de mettre l'étiquette parce que l'adresse, on la fixe une seule fois. Ce qu'on va répéter, c'est l'opération de transfert in. D'accord? C'est la lecture du contenu du port d'état. D'accord? Donc, lecture, test, lecture, test. D'accord? Si je suis sortie de là, ça veut dire que dans le port d'état, le bit B6, j'ai un 1. Ça veut dire que le port d'entrée, il est plein. Et là, je vais commencer la lecture. D'accord? Donc, la boucle, si je suis là, ça veut dire que j'ai trouvé le processeur, quand il a scruté le circuit d'interface, il a trouvé que le circuit, il est prêt pour réaliser l'opération de lecture. Ça veut dire que le port d'entrée, il est plein. Il y a une nouvelle donnée qui doit être lue par le processeur. Donc, d'où le processeur a ramené cette information, le port d'entrée. Il a trouvé le bit B6 à 1 quand il a fait le test. D'accord? Donc, si je suis là, je peux commencer à faire ma lecture. Alors, quelle est l'adresse du port d'entrée? On a dit, c'est l'adresse. On va lire le port d'entrée maintenant. On a testé le port d'état. Le port d'entrée, son adresse, c'est 03BC. Ça veut dire c'est l'adresse du port d'état -1. Donc, il suffit de la même chose là, de décrémenter dx. On décrémente dx pour avoir dans dx l'adresse du port d'entrée. C'est le port qui contient la donnée à lire. D'accord? On décrémente dx pour avoir l'adresse du port d'entrée.
Après, qu'est-ce qu'on va exécuter? On va exécuter in à LDX pour faire la lecture. On va dire le contenu du port d'entrée. On le met dans un L. Maintenant, il faut le charger dans l'espace mémoire même, d'accord, dans l'espace de 255 octets. On a au début initialisé BX par l'adresse de début de cet espace. On a dit qu'on va utiliser le mode d'adressage par registre indirect. Donc, move BX entre crochet AL. C'est-à-dire que la première donnée lue va être mise dans la carte adresse BX. Et dans BX, on avait l'adresse de début de l'espace memIn. D'accord? Ça veut dire que le premier octet de l'espace memIn qu'on a défini dans le segment de données tenant, le premier octet va contenir la première donnée transférée du circuit d'interface vers le processeur. Une fois fait, on incrémente BX, d'accord, pour passer à l'octet suivant, pour préparer donc la prochaine zone de stockage de la prochaine donnée qu'on va lire. Et on incrémente des X, ou on incrémente des X, c'est parce que la prochaine fois, on doit encore scruter le port d'état, le circuit d'interface, en lisant le port d'état. Et le port d'état, son adresse, c'est l'adresse du port d'entrée plus 1. Donc, le port d'état, le port d'entrée, on a décrémenté des X. Donc, le port d'entrée, le port d'état, il faut incrémenter des X. D'accord? Donc, en incrémentant des X, ça veut dire là, on a dans des X l'adresse du port d'état. Et on va faire un loop vers l'étiquette attendre, là où on fait encore, on revient à notre scrutation. Le processeur va commencer aussi la scrutation du circuit d'interface en lisant à chaque fois le contenu de son port d'état et en faisant des tests pour la même chose. Donc, tant que le port d'entrée, il est plein, d'accord, il est vide, il n'y a pas encore de données dans le port d'entrée, donc il continue la scrutation. En sortant d'ici, ça veut dire que le port d'entrée, il est plein. Il va récupérer la donnée par une opération de transfert in et la stocker dans la mémoire jusqu'à la lecture des 255 données. À la fin, donc, j'ai les instructions de terminaison normale du programme. Est-ce que c'est clair pour ce programme? C'est bon? Est-ce que c'est bon? On peut avancer? Vous avez dit? Oui, madame. Oui, ça va. Oui, c'est bon? OK. Alors, donc là, on vous donne des remarques. Donc, pour saisir, donc ça, la différence entre une opération d'entrée et de sortie par rapport au test. Ce qu'on teste quand on lit, quand le processeur récupère le contenu du port d'état et l'examine, qu'est-ce qu'il va examiner au juste lors d'une opération d'entrée et qu'est-ce qu'il va examiner lors d'une opération. Donc, pour saisir une nouvelle donnée envoyée par un périphérique d'entrée, on teste au préalable dans le port d'état l'état plein du port d'entrée avant la lecture de la donnée d'entrée. Opération de lecture. Donc, on cherche, d'accord? Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Dans sa coupe. Vous arrivez à m'entendre? Allô? Oui, Allô, oui. on s'intéresse à savoir, à trouver l'état plein du port d'entrée. D'accord? Dans une opération de sortie, c'est l'inverse. On cherche l'état vide du port de sortie parce qu'on veut transférer une donnée en sortie. Le processeur doit écrire une donnée dans le port de sortie. Pour pouvoir écrire une donnée dans le port de sortie, il faut avoir le port de sortie vide, l'état vide du port de sortie. D'accord? Donc, pour envoyer une nouvelle donnée à un périphérique de sortie, on teste au préalable dans le port de données, dans le port de sortie. Ça, c'est la différence. D'accord? Donc, dans une opération d'entrée, on cherche dans le port d'état l'état plein du port d'entrée et dans une opération de sortie, on cherche
dans le port d'état une information si le port de sortie est vide ou non. D'accord? C'est bon? Alors, Donc là, madame, nous avons un deuxième exemple concernant 8 bits sur 8 bits égale à... Oui, madame, on n'entend pas bien, il y a des coupures. oui, oui, d'accord. Alors, On vous n'entend pas bien, m'entendez il y a comme des ça? coupures. D'accord. Bon, je vais d'abord... Oui, oui. Est-ce que vous m'entendez comme ça? Oui, on vous entend. Oui, madame. Oui? Oui. Vous m'entendez? Oui, madame. D'accord. Donc, Henaya, on nous donne un autre exemple d'aussi en mode pooling. Madame, Donc, vous il pouvez nous donne un circuit reprendre d'interface avec les caractéristiques remarques. suivantes. Donc, le port de sortie et d'état, donc ce sont des ports qui sont... Oui? Oui, Ahlam, pouvez qu'est-ce que tu as demandé? genre, vous pouvez reprendre les remarques. Parce que je m'énerve bien. Oui, oui, d'accord. OK, donc pour les remarques, j'ai dit que dans la différence entre une opération d'entrée et une opération de sortie, dans le cas d'une scrutation toujours, la méthode d'entrée-sortie par scrutation, dans le cas d'une opération d'entrée, quand le processeur, il va scruter le circuit d'interface, donc il va lire le contenu du port d'état. Toujours, il doit lire le contenu du port d'état. Dans le cas d'une opération d'entrée, d'accord, ça veut dire je suis dans un circuit d'interface connecté à un périphérique d'entrée. Je m'intéresse à savoir si le port d'entrée est plein. Tant qu'il n'est pas plein, le processeur ne va rien récupérer du circuit d'interface. Donc, je teste l'état plein du port d'entrée avant la lecture. D'accord? Je ne vais pas lire directement. Je teste l'état plein parce que si je lis directement, je peux faire plusieurs lectures de la même donnée. Vous arrivez à comprendre. Si je lis plusieurs fois sans tester l'état du port d'entrée, ça veut dire que je peux faire plusieurs lectures de la même donnée. D'accord? Il n'y a pas une nouvelle donnée qui dit une autre lecture. Tout le monde c'est une autre donnée, mais il y a là, c'est la première. Qui a été écrite le port d'état. D'accord? Donc, je teste l'état plein du port d'entrée. Dans l'opération de réaliser l'opération out, l'opération de sortie, je dois tester l'état vide de la donnée. Parce que l'état vide, où je m'entends l'état vide? L'état vide, le périphérique a pris la donnée que j'ai envoyée au début, avant. Si j'ai déjà le processeur à déposer une donnée dans le port de sortie du circuit d'interface. Si après, j'ai une autre donnée à écrire, le processeur a une autre donnée, il le port du port de sortie. Et imaginez que le périphérique n'a pas encore pris le contenu. Donc, il va l'écrire d'une opération d'entrée, on teste la lecture. Dans une opération de sortie, le processeur, quand du port de sortie, avant l'écriture de la donnée dans le port de sortie. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Allô? Oui, Ahlam, c'est bon, c'est toi qui as posé la question. C'est bon pour les remarques? Allô? Vous m'entendez, s'il vous plaît? Allô? Ah oui, on vous entend, madame. Un peu de coupure, mais... Est-ce que c'est bon pour les remarques?
Et c'est là, شوفي في l'état, une opération d'entrée. On teste l'état plein du port d'entrée. Dans une avant de réaliser la lecture, j'ai une nouvelle donnée. Donc voilà, dans une opération de sortie, on teste l'état vide du port de sortie avant de réaliser l'opération de sortie. Maintenant, on va voir un exemple en mode pooling. Dans une d'interface d'un périphérique qui a les caractéristiques suivantes. Le port de sortie et le port des bits. Donc, l'adresse du port de sortie, c'est 36H. L'adresse du port d'état, c'est 37H. Et si on nous demande d'envoyer à ce périphérique de sortie en mode pooling la donnée 8 bits qui se trouve dans la case mémoire USTHB. Donc là, je n'ai pas fait en sortie, mais uniquement une seule donnée en 8 bits. Donc c'est un exemple simple. Donc, mutation. Bien sûr, il faut commencer par programmer le circuit d'interface. D'accord. Donc, l'adresse du port de contrôle. Donc, on suppose que le circuit d'interface est déjà programmé en mode pooling. Donc, on passe directement à la scrutation. Qu'est-ce qu'on va faire? Le processeur va lire le contenu du port d'état. Et si ce port d'état, son adresse est sur 8 bits, donc on va utiliser la forme longue pour l'instruction IN. Donc, on va faire IN AL,37H qui est l'adresse du port d'état. Une fois fait, on va tester le bit B4 de AL, d'accord? Donc, on va faire un test de AL avec la valeur 10H. 10H, ça veut dire que j'ai un 1 dans le bit B4, d'accord? Donc, JZ, si j'ai un 1, d'accord, ça veut dire que le bit contient, le bit B4, pardon, contient un 0. Ça signifie que le port de sortie, il est plein. Donc, tant qu'il est plein, je ne peux pas faire une écriture dans ce port. D'accord? Donc, JZ, je vais me brancher vers l'étiquette not yet. Donc, tant que le bit B4, il est à 1, pardon, il est à 0, ça veut dire que le port de sortie est plein. Et nous, pour réaliser l'opération d'écriture, on cherche l'état vide du port de sortie. D'accord? Donc, tant que je n'ai pas l'état vide, tant que j'ai l'état plein du port de sortie, je reboucle. Si je sors de cette boucle, ça veut dire que j'ai l'état vide du port de sortie. D'accord? Ça veut dire que le bit B4 du port d'état indique un 1. Ça veut dire que le port de sortie est vide et donc là, je peux écrire dans le port de sortie. Donc, la boucle là, je vais écrire dans AL la donnée à écrire dans le port de sortie. Dans l'énoncé Kaluna, la donnée se trouve dans la case mémoire d'adresse USTHB. Donc, je vais faire move AL USTHB. Ensuite, out AL au port d'adresse de sortie. Le port de sortie, l'adresse est out 36H. Donc, out 36H AL. Tout simplement. C'est bon? C'est clair l'exemple? Oui, madame. D'accord. Donc, s'il n'y a pas de questions, on avance. Donc, on revient à cet exemple après. Donc là, vous avez un exemple complet qui contient les deux opérations, entrée et sortie en mode pooling. D'accord? Donc, je vais vous demander après de comprendre ce que fait ce programme. Alors,
Donc là, dans le cas maintenant, on a vu déjà donc, la technique d'entrée-sortie programmée dans le cas de scrutation d'un seul circuit d'interface. Alors, le cas où j'ai plusieurs périphériques en entrée-sortie programmée, comment gérer ça? D'accord? Alors, dans le cas où plusieurs périphériques échangent des données avec le processeur en entrée-sortie programmée, l'ordre de scrutation des ports d'état de leur circuit d'interface doit être bien choisi. Donc là, il faut établir un ordre. D'accord? Donc, dans le cas d'une technique d'entrée-sortie programmée, où j'ai le processeur doit scruter plusieurs circuits d'interface, là, il faut préciser un ordre de scrutation. D'accord? Donc là, on a un exemple. Alors, Naya, dans cet exemple, donc suivez avec moi s'il vous plaît, on vous dit, on considère, on a 3 périphériques appelés device 1, device 2, device 3, donc 3 périphériques, 3 devices, qui envoient leurs données au processeur. D'accord? Alors, les adresses des ports d'état de leur circuit d'interface sont status 1, status 2 et status 3. Status qui signifie état. D'accord? On suppose que status 1 et status 2 et status 3, c'est les adresses des ports d'état des 3 périphériques. Alors, les tâches d'entrée pour les 3 périphériques sont réalisées respectivement par les procédures et PROC3. Donc, on ne vous demande pas ici d'écrire les instructions d'entrée. D'accord? Donc, on suppose qu'il y a une procédure PROC1 qui se charge de réaliser l'entrée du port d'entrée de device 1 vers le processeur. Il y a une procédure PROC2 qui est chargée de réaliser l'opération d'entrée du périphérique 2, device dev2, et il y a une procédure PROC3 qui contient les instructions d'entrée du port d'entrée du périphérique dev3 au processeur. D'accord? Donc, on va juste dans le programme faire un appel. Donc, on vous dit que seul le périphérique 1 peut arrêter le processus d'entrée en forçant dans la PROC 1 la variable flag à 1. Donc, on suppose dans notre programme, on a une variable flag qui, au début du programme, va être initialisée à 0. D'accord? Et puis, donc, l'opération d'entrée-sortie commence avec scrutation, etc. Et à un moment donné, c'est le périphérique 1, en exécutant PROC 1, d'accord, va mettre à jour flag, il va la mettre à 1. D'accord? Donc, quand flag passe à 1, ça veut dire que c'est l'arrêt des entrées-sorties. Au moment où PROC 1, la procédure PROC 1. PROC 1, c'est la procédure qui fait l'entrée. Donc, quand PROC 1 mis à jour la variable flag, quand elle met flag à 1, ça veut dire que c'est la fin. C'est le périphérique 1 qui décide la fin. La priorité, c'est lui qui décide la fin des opérations d'entrée-sortie pour les 3 périphériques. D'accord? C'est périphérique 1 qui décide la fin des opérations d'entrée. En fait, c'est des entrées pour les 3 périphériques, mais il donne une dernière chance aux 2 autres périphériques de continuer leurs dernières données. D'accord? Donc, il donne encore une chance pour dev2 et pour dev3 pour exécuter PROC2 et PROC3 s'ils ont des données. D'accord? On vous dit aussi que les bits B5 des 3 ports d'état, status 1, status 2 et status 3, sont utilisés pour indiquer si une donnée est en attente dans leur port d'entrée respectif. D'accord? Donc, c'est le bit B5 des 3 ports d'état d'adresse status 1, 2 et 3 qui nous donne une information si on a une donnée en attente dans le port d'entrée. Ici, le port d'entrée est plein. Alors, l'ordre de scrutation désiré est dev1, dev2, ensuite dev3. Le premier qui a la priorité, le premier qui commence à faire les opérations d'entrée, le premier qu'on commence à lire à partir de son circuit d'interface, c'est dev1. D'accord? Ensuite dev2, ensuite dev3.
Donc, il est répété jusqu'à ce que la variable flag est forcée à 1 par proc1. D'accord? Donc, yani, le processus se répète de façon continue. Yani, dev1, ensuite dev2, ensuite dev3, jusqu'à ce que flag sera forcé à 1 dans proc1. On a proc1, mais à la banage qui fait l'essentiel, en sortant de proc1, en sortant de l'exécution de proc1, il est possible que flag a été mis à 1. D'accord? Donc, il suffit de le tester. Donc là, je vais vous donner une solution qu'on va essayer de la comprendre ensemble. D'accord? Vous arrivez à voir la solution sur vos écrans? Oui. Oui, madame. Donc, au début, donc on va essayer que fait ce programme. Est-ce qu'il répond à l'énoncé? Donc, au début, on dit l'instruction move flag, virgule 0. Donc, on a dit que la variable flag, au début, doit être initialisée à 0. Et lors des entrées, à un moment donné, cette variable va être mise à 1 au niveau de la procédure proc1. Donc, proc1, elle s'exécute quand il y a des données à lire dans dev1, d'accord, dans le périphérique dev1. Après, donc, j'ai l'instruction suivante, INAL status 1. INAL status 1. On a dit que status 1, c'est l'adresse du port d'état de dev1, d'accord? Donc, là, on va faire quoi? On va commencer quoi? Qui connaît un des in ou un test, ça veut dire je suis en train de faire qui connaît un des in du port d'état, ensuite une opération de test. Je suis en train de faire quoi? Le processeur est en train de faire une scrutation. Il est en train de lire le contenu du port d'état pour tester l'état plein du port d'entrée. Parce que là, les périphériques, c'est des périphériques d'entrée. D'accord? Les adresses des ports d'état des trois périphériques dev1, dev2 et dev3 sont status 1, status 2 et status 3. Donc, status 1, c'est une adresse du port d'entrée, du port d'état, pardon, de dev1. Donc, là, on lit, on met dans 1.1, on fait un transfert en lecture du contenu du port d'état de périphérique 1 dans 1L. On teste AL avec 20H. Je connais pas les 20H. Donc là, vous avez l'énoncé. Ça bit la valeur 20H. Parce que c'est le bit B5 qui me donne une information sur l'état plein du port d'entrée du périphérique. D'accord? Donc, B5, ça veut dire on va chercher. Très bien. B5, ça veut dire c'est la valeur 20H. D'accord? On compare avec 20H, ça veut dire je mets un 1 dans le bit B5 pour savoir si j'ai une entrée pleine du port d'entrée ou non. C'est clair? Donc, on teste. Donc, le bit B5, c'est lui qui me donne une information sur le port d'entrée, s'il est prêt ou non, pour les trois ports d'état, dans les trois ports d'état pour les trois périphériques. D'accord? C'est toujours le bit B5. Donc, on fait un test avec la valeur de AL avec la valeur 20H. JZ, ça veut dire que le bit, il est à combien? À 0. À 0. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas le port d'entrée, il est vide. Il n'y a pas une donnée à lire de dev1. Alors, je passe à dev2. JZ dev2. JZ, je passe à dev2. C'est clair? Donc, si le port d'entrée est vide, il y a une entrée vide, il n'y a pas d'entrée pleine, je passe à dev2. Sinon, si je n'ai pas fait ce branchement et je suis là, ça veut dire quoi? Que le port d'entrée de dev1, il est plein. Donc, je vais exécuter
PROC1. Et PROC1, c'est la procédure qui se charge de faire le transfert d'entrée. D'accord? On a dit que PROC1, c'est elle qui exécute les instructions d'entrée de la donnée du périphérique dev1 vers le processeur. Et elle peut aussi mettre quoi? Elle peut mettre flag à 1. Oui ou non? On a dit dans l'énoncé que l'arrêt des entrées se fait au moment où flag sera mis à 1. Il peut être mis à 1 uniquement suite à l'exécution de PROC1. Donc, à l'intérieur de PROC1, il est possible d'avoir une instruction qui, à un moment donné, elle met flag à 1. Contexte, c'est quand on arrive à l'arrêt des entrées, des opérations d'entrée. Donc, il n'y a plus de données à lire. Ça veut dire qu'il n'y a plus de données à lire par dev1. D'accord? Donc, on exécute PROC1. En sortant, le programme compare flag à 1. Si c'est différent de 1, il revient à input. Il fait un branchement vers input. Qu'est-ce que vous comprenez? La porte est vide. Non. Je reviens à input. Ça veut dire que là, dans ce programme, la priorité est donnée à dev1. Tant qu'il n'a pas mis flag à 1, tant que flag à 1, une fois, ça veut dire on lui donne la possibilité de faire entrer la première donnée. À partir de là, la première donnée, au début, le port d'entrée est plein, on va lire la première donnée. Donc, s'il n'a pas mis flag à 1, ça veut dire qu'on ne peut pas passer au périphérique 2. D'accord? Donc, on va encore donner la priorité à dev1. Une fois la première donnée, je ne vais pas passer directement au périphérique dev2 pour commencer à lire les données TAO. Donc, une fois on a lu la première donnée dans dev1, s'il n'a pas mis flag, PROC1 n'a pas mis flag à 1, ça veut dire que je suis toujours dans dev1. Je ne passe pas à dev2. Elle dit selon la solution, d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Parce que là, il compare flag à 1, J note Z, on se branche vers input. Madame, on ne passe pas à dev2. Oui. Madame, mais avant, on a JZ à dev2. dit parce qu'il n'y avait pas de données. Au début, une fois on a lu la première donnée. Une fois, dev1, quand fait une donnée. Dès qu'on fait une donnée, la première lecture, jusqu'à ce que maintenant je fais une donnée, ou bien jusqu'à ce qu'il décide l'arrêt. Il met flag à 1. D'accord? Donc, une fois la solution, on ne passe pas à dev2. Quand est-ce qu'on passe à dev2? Deux cas. Soit au début, soit en le port d'entrée, il est vide. D'accord? Soit parce que flag, il est mis à 1. Donc, on donne la chance au dev2 et dev3 pour réaliser les entrées. D'accord? Donc, selon la solution, le processeur va commencer la scrutation. Il va lire le port d'entrée status 1 dans AL. Il teste le bit B5. Si le port d'entrée il est vide, il passe à dev2. Il est vide, mais il n'y a des données à lire. D'accord? Donc, il est vide. Donc, on passe à dev2. S'il est plein, on exécute l'entrée. Le contenu du port d'entrée, on exécute en PROC1. D'accord? Après, on compare flag. D'accord? Si flag est différent de 1, ça veut dire que je reste dans dev1. Je fais encore de la scrutation de dev1. D'accord? S'il met un 1, ça veut dire qu'il décide de passer à dev2. D'accord? S'il met un 1, maintenant, il a une autre donnée. D'accord? S'il laisse flag à 0, ça veut dire qu'il est possible dans le prochain test du port d'état de dev1 de trouver une nouvelle donnée.
D'accord? Ça veut dire que tant que j'ai une nouvelle donnée et tant que flag n'est pas modifié par proc 1, je reste dans dev 1. Je continue à lire toutes les données de flag de dev 1. Madame, mais D'accord? normalement, Oui. le flag il est à 0, il est في dev 1. Mais sinon, si C'est ça. Je compare flag avec 1. Oui, je compare flag 1. après, J-Note Z, je vais brancher vers input. À وقتاش نخرج, c'est soit parce que j'ai scruté le port d'état et je trouvais le port d'entrée du dev 1, il est vide. Donc, نروح le dev 2. Soit non, j'ai trouvé plein, j'ai lu la donnée, après, proc 1 a mis flag à 1. Madame, ça a un autre Z. Il est à 1. D'accord? J-Note Z, ça veut dire si flag, tant que flag, il est à 0, je répète. Qui compte flag 1, ça veut dire je passe au suivant. D'accord? Je donne la possibilité à l'autre. D'accord? Donc, sinon, si le port d'entrée, il est vide, la même chose, je passe à dev 2. Maintenant, dans dev 2, je vais dire chose. On va faire la scrutation, mais du circuit dev 2. Donc, on va faire un INAL status 2. Ça veut dire on lit le contenu du port d'état de dev 2. D'accord? Donc, son adresse, c'est status 2. La même chose, on fait un test avec 20H. C'est le bit B5 des 3 ports d'état qui me donne des informations sur les ports d'entrée, s'ils sont pleins ou non, pour les périphériques. D'accord? Donc, JZ, donc si dev3 égale à 20H, ça veut dire si le bit B5 il est à 1, ça veut dire c'est une entrée vide, alors à dev3. D'accord? Sinon, on va exécuter proc2. La procédure proc2, c'est elle qui est chargée de quoi? De réaliser quoi? L'entrée de données. Entrée de dev 2. Très bien. Après, la même chose. Là, il faut comparer flag à 1. Parce que si flag il est à 1, s'il est différent de 1, ça veut dire qu'il faut revenir à périphérique 1. La priorité, elle est toujours à dev 1. D'accord? Yani, min dev 2, je ne passe pas directement à dev 3. Sauf si le flag a été mis à jour. D'accord? Alors, oui, madame. Oui. Alors, on continue, s'il vous plaît. Donc, la même chose. Donc, quand on exécute une entrée dans dev2, d'accord? Donc, si dev2, le périphérique dev2 a une entrée à lire, s'il n'a pas une entrée à lire, donc on passe à dev3. S'il a une entrée à lire, on exécute l'entrée, mais toujours la priorité est donnée au dev 1. Yani on teste le contenu de flag. D'accord? Donc, s'il est différent de 1, je reviens à dev 1. S'il est mis à 1, ça veut dire que je dois continuer pour donner la chance à dev 3. D'accord?
En passant à dev3, la même chose. Je vais lire le port. Donc, je continue la scrutation. On lit le contenu du port d'état d'adresse status 3 de dev3. On teste le bit B5. S'il est à 0, donc on va aller vers l'étiquette non. Si il est à 0, ça veut dire que dev3 n'a pas une donnée à lire. Donc, on va comparer toujours flag à 1. S'il est différent, on revient à dev1. D'accord? Toujours, tant que flag, toujours on compare, en réalisant une entrée, on compare la valeur du flag. Si elle est à 0, ça veut dire je reviens au dev1. La chance à dev1 de réaliser une entrée. Au moment où le flag est mis à 1, ça veut dire je passe au périphérique suivant. D'accord? Soit dev2, soit dev3. C'est clair? Donc, c'est la solution qu'on a. D'accord? C'est bon? Donc, toujours, si pour tout périphérique, si l'entrée est vide, le port d'entrée il est vide, il n'y a pas de données à lire dans ce périphérique, on va scruter le périphérique suivant. Donc, dans dev1, s'il n'y a pas de données à lire, on va scruter le périphérique dev2. Si dans dev2, il n'y a pas de données à lire, on va scruter dev3. Si dans dev3, il n'y a pas de données à lire, on va voir si c'est la fin. Yani si proc A mis flag à 1. Si c'est le cas, on fait rien. Sinon, on reboucle. D'accord? Alors, maintenant, si dans le périphérique, quand on a fait une scrutation, il y avait une donnée à lire. On exécute la lecture. C'est pour les 3 périphériques. D'accord? Donc, pour le premier, on exécute proc 1. Pour le deuxième, c'est proc 2. Pour la troisième, c'est proc 3. Donc, si dans dev 1 ou la dev 2 ou la dev 3, j'ai une donnée à lire, j'exécute la lecture. Mais après, je dois tester la valeur du flag. D'accord? Donc, si la valeur du flag, elle est à 0, ça veut dire je dois scruter prochainement dev1. La priorité, il est, d'accord? Que ce soit la NIF dev1 ou la dev2 ou la dev3, si flag est à 0, la priorité à dev1. Prochainement, je dois scruter dev1. dev1. Si il est à 1, je passe au suivant. Bon, c'est clair? OK. Donc, là, on a bien vu, ça veut dire que dev1, tant qu'il y a des données à lire, tant que dev1 a des données à lire, la priorité, il est. D'accord? وقتاش نجوز لdev2 كي يكون dev1 ما عندوش une donnée à lire. وقتاش نجوز لdev3 كي يكون dev1 و dev2 ما عندهمش une donnée à lire. Est-ce que c'est clair? D'accord? Donc, tant que dev1 contient des données à lire, je reste dans dev1. Je passe à dev2 s'il n'y a plus de données à lire dans dev1. D'accord? Je passe à dev3 quand il n'y a plus de données à lire dans dev1 et dans dev2. Donc, toujours, c'est dev1 qui consomme le plus. D'accord? C'est lui qui, tant qu'il a des données, tant qu'il a des données, je reste dans dev1. Ensuite, j'exécute une entrée dans dev2. Ensuite, une entrée dans dev3. On a dev1. Tant que dev1 a des données à lire, ensuite, je passe à dev2. Ensuite, je passe à dev3. Si dev1 n'a pas une donnée à lire. Sinon, on a dev1. D'accord? Ça veut dire que dev1 ne donne la possibilité au dev2 et dev3 de lire que si lui, il n'a plus de données à lire. D'accord? Et dev2 ne donne, donc il exécute une lecture d'une donnée. On va ensuite, prochainement, si dev1 a des données à lire, on passe à dev1. S'il n'a pas de données à lire, c'est dev3 qui va être exécuté. C'est bon? Est-ce que c'est clair pour cette solution? Oui ou non? Oui, madame. D'accord. Donc là, qu'est-ce qu'on vous demande comme réflexion? On vous demande de transformer ce programme pour que l'ordre de la scrutation des périphériques à travers leur circuit d'interface devienne circulaire
ce qu'on appelle l'arrangement ou la technique round-robin. Normalement, vous allez voir ce terme dans le mot du système d'exploitation. Round-robin, on donne, donc il n'y a pas de priorité. En fait, on donne une priorité, il faut toujours commencer par un, mais il n'y a pas de priorité donnée à un périphérique. La priorité était donnée à dev1, parce que tant qu'il a des données à lire, c'est lui qui est prioritaire pour faire la lecture. D'accord? Par contre, transformer la technique round-robin, maintenant, ils sont tous équitables, les trois périphériques. D'accord? Ça veut dire qu'on ne devrait pas avoir, tant que le périphérique a des données à lire, donc il prend. Non, on passe, je dois passer au périphérique 2, dev2. Donc dev1 يقرا مرة, dev2 يقرا مرة, dev3 يقرا مرة, on va تعاود الدور. D'accord? Dev1, il lit une seule fois. Dev2, il يقرا une seule fois. Dev3, il يقرا une seule fois ou يعاود يدور. Est-ce que c'est clair la différence? Vous voyez la différence qu'on vous demande ici? On vous demande d'écrire une solution round-robin afin de donner de façon équitable, les chances de façon équitable aux trois périphériques. Est-ce que vous avez compris afin de donner des chances équitables, chaque périphérique, on passe au suivant, le dev3, le prochain c'est dev1, dev2, dev3, dans cet ordre-là, sont donner une priorité à un périphérique donné. Parce que la solution qu'on vous a donnée, la priorité était donnée au dev1, n'est-ce pas? Donc, tant que dev1 a une donnée, c'est lui qui est prioritaire pour faire la lecture. La scrutation, c'est dev1. On passe à dev2 dans le cas où une dev1 n'a plus de données à lire. D'accord? Et si on vous demande, non, on vous demande que de donner des chances équitables aux trois périphériques. On suit l'ordre dev1, dev2, dev3, mais chacun il يقرأ une seule fois وتعاود الدور. D'accord? Est-ce que c'est clair? Dites-moi si vous arrivez à comprendre la différence. Madame, vous avez pour les autres qui demandaient, donc oui. Donc, elle dit c'est une réflexion à préparer. Alors, maintenant, si donc, on a des problèmes pour le partage, donc j'explique en attendant. D'après vous, donc, quels sont les avantages et les inconvénients de cette méthode par scrutation? Par exemple, par rapport à son implémentation, est-ce que c'est facile ou elle est difficile? Par rapport à son implémentation. Donc, on voit bien que c'est des instructions simples. Pour la scrutation, il suffit de réaliser des opérations in suivies d'une opération de test. D'accord? C'est une scrutation, c'est des instructions simples qu'on exécute. Ça ou là, là. Oui ou non? Oui, madame. Oui, madame. Très bien. Donc, d'accord que son implémentation est simple. D'accord? La conception de cette solution est simple. D'accord? Alors, quel est l'inconvénient de cette solution? À chaque fois, on va voir si la porte est pleine ou vide. Oui, à chaque fois, on teste l'état près du circuit d'interface. C'est quoi le problème? Si le processeur teste à chaque fois si le circuit d'interface du périphérique est prêt ou non. Un travail supplémentaire pour le processeur. Qui fait? Ça veut dire quoi? Que le processeur ne peut
peut pas exécuter autre chose. Très bien, ne peut pas exécuter autre chose, donc il est en attente. Il est en... Il n'est pas rapide. Il n'est pas rapide. Non, ouais, il est rapide. Le problème, je fais. Donc, on aura, je vais expliquer, on aura une perte en temps. D'accord? Donc, j'aurai un temps où le processeur sera inactif. Voilà, il sera inactif. Ce n'est pas uniquement par rapport à ce qu'il ne peut pas exécuter autre chose, mais aussi parce que le temps d'exécution d'une opération d'entrée-sortie n'est pas calculé uniquement, ou là ne dépend pas uniquement du temps du processeur, mais c'est là dans le cas où le processeur agit avec l'environnement. On prend le cas où on a par exemple une personne qui utilise une machine et qui est en train de saisir des données. D'accord? Une personne qui est en train d'exécuter, de saisir des données au clavier. Donc l'entrée-sortie, est-ce qu'elle dépend à 100% du temps du processeur? Le temps de l'entrée-sortie. Là, c'est une entrée, le temps d'une opération d'entrée. Est-ce que ça dépend à 100% du temps du processeur, de la rapidité du processeur pour exécuter l'opération IN? Ou bien ça dépend de quoi? Est-ce que vous avez compris ma question? Est-ce que ici, le temps d'une opération d'entrée, j'ai pris le cas où une personne qui est assise en face en machine est en train de saisir des données au clavier. Le temps pris pour réaliser l'opération d'entrée de ces caractères, par exemple. Est-ce que ça dépend à 100% du temps du processeur? D'après vous? Là, ce n'est pas des calculs que le processeur fait. D'accord? Il agit avec l'environnement externe. Donc, dans l'extérieur, il y a la source de ces données d'entrée. C'est une personne. Est-ce que la personne, le temps d'action TAHA, c'est le même que le processeur d'une machine? Dites-moi, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez compris la question? C'est clair la question? Allô? Vous m'entendez, s'il vous plaît? Oui. Oui. Est-ce que vous avez compris la question? Est-ce que vous avez compris la question? Madame, vous pouvez répéter. Oui, bien sûr. Le temps d'une opération d'entrée. J'ai pris le cas où on a une personne devant sa machine et elle est en train de saisir des caractères au clavier. Donc, le périphérique, le clavier, c'est un périphérique d'entrée. Le processeur va faire la lecture des données, les codes ASCII des caractères saisis au clavier par une personne. D'accord? Par la personne. Est-ce que le temps global de l'exécution de l'opération d'entrée, d'accord, dépend du temps du processeur? Bark. Il dépend aussi de le monde extérieur. Très bien. Donc, il dépend du temps de la personne. D'accord? Le temps de la saisie des caractères par la personne. Oui ou non? Oui. 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 On est d'accord avec ça. Très bien. Donc, ici, on est d'accord que le temps, on aura un temps gaspillé, inutile. Oui ou non? Allô, est-ce que vous êtes avec moi? Madame, ça s'est coupé. Dites-moi d'abord si vous avez le partage. Oui.
Oui. Oui. D'accord. Ma question, c'était par rapport au temps du processeur. Là, je suis en train de parler de l'inconvénient. Donc, pour l'avantage, c'est bon. On a dit que c'est une technique simple à concevoir par programmation, des instructions de transfert in et des instructions logiques de test. D'accord. L'inconvénient, c'est la perte de temps du processeur. On a dit parce que le temps d'une opération d'entrée-sortie ne dépend pas uniquement du temps ou de la fréquence de la machine, mais aussi du temps de l'extérieur, de la source, d'où viennent ces données, d'accord? La source, elle dit d'être une personne, d'accord? Donc, la personne a dit, et donc pour mieux comprendre, là, nous avons un exemple, d'accord? L'exemple d'une secrétaire, d'accord, qui est en train de saisir des données au clavier. Est-ce que vous m'entendez? Oui, madame. Oui. Allô? Donc, j'ai une secrétaire qui est en train de taper des caractères au clavier. D'accord? On a certaines données, certaines informations. On prend l'exemple d'une secrétaire professionnelle qui est capable de taper sur son clavier 10 caractères par seconde. D'accord? Bon, là, c'est un peu exagéré 10 caractères parce que généralement, on peut taper 2 caractères ou là, par seconde. Donc, on suppose une secrétaire très professionnelle qui taper jusqu'à 10 caractères par seconde. Après, je vous explique où est le choix de ces valeurs-là. D'accord? Et du côté processeur, le processeur a besoin uniquement de 10 microsecondes pour lire un caractère. Et pour lire un seul caractère, il a besoin uniquement, le temps de lecture, c'est 10 microsecondes. D'accord? Alors, s'il vous plaît, est-ce que vous vous rappelez le nombre de cycles machine nécessaires pour lire un caractère en utilisant, par exemple, la forme longue? On a le nombre de cycles machine nécessaires pour l'exécution d'une instruction de transfert in ou la out, la forme longue, c'est 10 cycles machine. Vous vous rappelez quand on a fait le tableau comparatif, oui. On a 10 cycles machine. Oui. D'accord? C'est le temps nécessaire pour exécuter un in une seule fois. D'accord? C'est 10 cycles machine. D'accord? Donc, si par exemple, on prend une machine avec une fréquence de 1 GHz, alors quel est le temps nécessaire pour exécuter une instruction in de lecture d'un caractère? Le temps d'exécution, c'est quelle est la formule pour trouver le temps d'exécution? C'est le nombre de cycles machine sur quoi? La fréquence. Sur la fréquence. D'accord? Donc, si on prend le nombre de cycles machine 10 sur la fréquence qui est 1 GHz, une machine de 1 GHz, ça demande combien? Ça demande 1 nanoseconde. Pardon, 10 nanosecondes pour la lecture d'un caractère. Parce que 10 divisé par 10 puissance moins 9, ça donne 10 nanosecondes. Ça donne 10 puissance moins 8. Il y a 10 fois 10 puissance moins 9 secondes, qui donne 10 nanosecondes. D'accord? Donc, si vous faites les calculs, 10 cycles machine divisé par 1 GHz, ça donne 10 nanosecondes. D'accord? Pour une machine de 1 GHz, le temps nécessaire pour lire un caractère, c'est 10 nanosecondes. Donc là, si on dit dans l'énoncé que le temps nécessaire pour lire un caractère par le processeur est 10 microsecondes, ça veut dire qu'on est dans une machine très lente, d'accord, moins performante. D'accord? Donc on a fait exprès là de prendre le cas d'une secrétaire très rapide et d'une machine très lente pour voir que malgré avec ça, j'ai un temps énorme qui sera inutilisé par le processeur, d'accord, par la machine. Donc, on a pris le cas d'une personne très, très rapide qui est en train de taper des données au clavier dans une machine très, très lente, d'accord? Pour trouver le temps inutile, qui sera gaspillé, ça veut dire que le temps qui sera mis par le processeur et qui sera gaspillé inutilement. Donc, c'est le temps de la secrétaire moins le temps du processeur divisé par le temps de la saisie par la secrétaire fois 100%.
Donc ça, c'est pour avoir le rapport et le pourcentage du temps inutile, qui sera inutilisé par la machine. D'accord? Alors, si vous suivez avec moi ici, donc c'est le temps de la secrétaire, le temps de la saisie d'un caractère par la secrétaire en microsecondes. Après, je vous explique comment on a trouvé 10 puissance 5. Moins le temps de lire un caractère par le processeur sur le temps de la secrétaire. Alors, le temps pour lire un caractère par le processeur, c'est 10 microsecondes. D'accord? C'est dans l'énoncé. Donc, 10 microsecondes sont nécessaires au processeur pour lire chaque caractère. Donc, c'est 10 microsecondes le temps de lecture d'un caractère. Maintenant, le temps d'écriture d'un caractère au clavier par la secrétaire, du moment qu'elle peut taper 10 caractères par une seconde, donc si on veut avoir donc, la même unité en microsecondes, une seconde, quand il y a combien de microsecondes? C'est 10 puissance 6. Une seconde, c'est 10 puissance 6 microsecondes. Donc, dans 10 puissance 6 microsecondes, la secrétaire peut taper 10 caractères. Donc, pour taper un caractère, c'est 10 puissance 6 microsecondes sur 10. Vous êtes d'accord avec ça? Donc, 10 puissance 6 microsecondes pour taper 10 caractères. Donc, pour taper un caractère, c'est 10 puissance 6 microsecondes sur 10, qui donne 10 puissance 5 microsecondes. D'accord? Donc, le temps de la secrétaire pour taper un caractère, c'est 10 puissance 5 microsecondes. Le temps du processeur, un processeur très très lent, d'accord? Pour lire un caractère, c'est 10 microsecondes. Donc, en calculant le rapport HADA, on obtient 99,99% du temps de la machine qui ne sera pas utilisé. D'accord? Ça veut dire que le processeur, dans tout ce temps-là, pris par la secrétaire pour la saisie d'un caractère, dans tout ce temps-là, le processeur ne peut rien faire. Il chôme. D'accord? Il est en attente. C'est dans la technique d'entrée-sortie, donc on aura beaucoup de temps inutilisé par le processeur. Parce que le temps de la machine, il y a une grande différence entre le temps, donc une différence considérable entre le temps de la machine et le temps de la personne, même si elle est professionnelle et elle est très rapide. D'accord? Maintenant, si je prends les mêmes données avec une machine de nos jours, avec une fréquence élevée, maintenant, quand tu 10 microsecondes par 10 nanosecondes, le cas d'une fréquence de la machine égale à 1 GHz, vous allez voir que cette valeur va se rapprocher à 100%. D'accord? Donc, le temps inutilisé se rapproche de... Donc, ça dépend à un grand pourcentage du temps de la personne et non pas du processeur. Et dans ce cas-là, le processeur va perdre du temps. D'accord? Donc, on aura une perte considérable du temps de l'attente. Pour attendre l'état près d'un seul caractère. Alors, imaginez pour plusieurs données à entrer. D'accord? Donc, c'est uniquement pour un seul caractère. Pendant le temps kamel, le processeur, il peut pas faire autre chose. D'accord? Donc, ça, c'est parmi les critiques des entrées-sorties programmées. D'accord? Bon, la prochaine, je pense, c'est l'heure, non? Alors, ce que je vais vous demander de... Donc, on va, la prochaine séance, faire voir l'entrée-sortie par interruption. Vous pouvez déjà commencer à préparer les exercices de la série sur les entrées-sorties par pooling. D'accord? Et je vais vous envoyer le comprendre. Alors, s'il vous plaît, je vais vous envoyer donc deux fichiers. Oui, je vais vous envoyer deux fichiers. La série d'exercices sur les entrées-sorties.
Donc, il y a des exercices sur l'entrée-sortie programmée et des exercices sur l'entrée-sortie par interruption. D'accord? Vous pouvez commencer à faire les exercices concernant l'entrée-sortie programmée. Et je vous donne aussi comme réflexion l'exercice. Vous avez d'accord, une solution. Allez et voir et comprendre ce que fait ce programme. Donc, je vous demande de solution. D'accord? Et préparez aussi la série d'exercices. On est d'accord? OK? Donc, je vais vous donner la série d'exercices sur les ondes. Donc, la prochaine séance, Inch'Allah, on va continuer donc les entrées-sorties par interruption et terminer donc le chapitre et corriger les exercices de la série. D'accord? Et vous préparez bien sûr cette réflexion. Donc, je vous donne ici donc une solution d'entrée-sortie programmée complète. Il y a l'entrée et la sortie. D'accord? Les deux opérations. Vous allez essayer de la comprendre. D'accord? Et me rendre sur 10 lignes, expliquer que fait cette solution. On est d'accord pour ça? C'est bon? Donc, je vais, s'il vous plaît, je ne sais pas, je vais voir après avec le délégué si c'est possible d'organiser une séance jeudi pour rattraper, parce qu'on a déjà raté une séance. C'est-à-dire la semaine avant les vacances pour la rattraper. Donc, soit on la rattrape le jeudi, soit la semaine prochaine. D'accord? On a une séance à rattraper de 2 heures. OK? La